Let her go, Daddy-O! Novembre. Jour de pêche ordinaire pour Ray Forsman et son équipage dans l'immense golfe qui ceinture la ville de Seattle, le Puget Sound. Le Pacifique d'un côté, les montagnes rocheuses de l'autre. Une eau froide, gorgée de plancton. Par où, Troy? Vas-y, Troy. C'est la saison du chum, une des 5 espèces de saumons sauvages qui fréquentent le golfe. Jour de pêche ordinaire? Non, car il s'en est fallu de peu que Ray Forsman et son équipage, tous membres de la communauté indienne des Suquamish, ne fassent déjà partie du grand musée oublié de la pêche du Nord-Ouest Pacifique. Ah, ça va, pas terrible. Ça aurait dû être plus. On aurait dû faire mieux. Le chum qu'on pêche en ce moment, ça va, ça vient à peu près normalement. Le grand saumon, le royal, on n'en a pas vu. Le saumon rouge, pas terrible. L'argenté, pas terrible. Finalement, on n'a eu que le chum. Une seule espèce de saumon sur 5 présente au rendez-vous, que s'est-il passé? Il y a 150 ans, les premiers colons atteignent le Far West Pacifique, découvrent un océan inépuisable de poissons, de coquillages, de mollusques. Ils s'entendent avec le grand chef coutumier des Indiens Suquamish, le chef Seattle, et concluent un traité pour partager la manne avec eux. La tribu des résidents millénaires du Puget Sound et les pionniers blancs ensemble pour le malheur du saumon. Des années 20 aux années 70, la flotte de pêche est multipliée par 100. Des conserveries plein les quais, des millions de boîtes de saumon expédiées à travers les États-Unis par wagons, par train entier. On pêche le saumon au filet, à la seine tournante, à la nasse, à la ligne, et même sur certaines rivières, avec des roues à godets, des moulins à saumon. Un carnage. Mais les temps ont changé. C'est plus que des hauts et des bas. Avant, on pêchait régulier, de mai jusqu'en novembre. Mais maintenant, on n'a plus notre saison. Un désastre pour nous. On voit arriver 4 ou 5 vagues de saumon de retour dans l'année. Avant, c'était 200 ou 300. Et ce qui revient, c'est pas grand-chose. Et pour cause. Brutalement, dans les années 70, en 10 ans à peine, le filon s'est tari. Plus de saumon, plus de quoi faire tourner les usines, les armements, les équipages. La Salmon Bay, le grand port au saumon de Seattle, devient un gigantesque parking à chalutiers. Pour beaucoup, c'est la casse, la ruine. Alors, au début des années 80, les pêcheurs Suquamish et autres tribus prennent conscience du risque de voir tout disparaître. Le saumon sauvage, la pêche, une partie d'eux-mêmes. Ils obtiennent de haute lutte que la Cour fédérale des États-Unis reconnaisse leur traité historique conclu avec les premiers Blancs et jamais vraiment respecté depuis. À eux donc, la moitié des ressources maritimes du Puget Sound, la moitié des quotas, la moitié des zones de pêche, la moitié des armements. Mais les savoirs traditionnels ne suffisent plus pour appréhender tous ces bouleversements. Alors depuis 20 ans, des biologistes marins comme Paul Dorn se sont engagés auprès des tribus pour comprendre. Pourquoi le saumon se fait-il encore rare dans le Puget Sound alors que la surpêche s'est arrêtée? Alors là, on va déployer un filet tournant de 33 mètres devant la plage. C'est en parallèle à la côte. Et on va prélever ce qui s'y trouve, toujours au même endroit. C'est la façon dont on procède dans tout le Puget Sound. Chez les tribus, au département de la pêche, au niveau régional, communal, c'est essentiellement la procédure qu'on met en œuvre nous aussi. Emily, reste là-bas pour le moment.
Le coup de filet taille baby, c'est une invention de Paul Dorn. Idéal pour dresser l'inventaire des plages du Puget Sound, car le saumon va à la plage pour pique-niquer à deux moments clés de sa vie. Très jeune, quand il quitte sa rivière natale, et très vieux, quand il y retourne pour pondre et mourir. So a little tube snout, small mouth. There's a little pocket. These are surf smelt. Alors ça, c'est un genre d'éperlan, un poisson creuseur très important. Tous les saumons, les oiseaux, les mammifères marins, phoques, otaries mangent ces bonhommes-là. Doris, encore un? T'as rien d'autre? Pas de poisson plat qui se cache? Cette plage est très sablonneuse. Ces poissons creusent dans le sable, ils pondent leurs œufs et s'en vont. Et c'est pour cela qu'il faut protéger des habitats comme cela, parce que ces poissons nourrissent une grande quantité d'animaux. Ils sont très importants pour l'écosystème du Golfe. Et ils sont aussi un très bon indicateur de l'état de santé du Puget Sound. Les saumons se régalent de ces éperlans, surtout quand ils sont petits. Et même les gros saumons adultes de retour dans le Golfe s'en nourrissent aussi. Alors une de nos actions pour réhabiliter le Puget Sound consiste à protéger ces habitats de grande qualité encore intacts. Des coups de filet du matin au soir, une dizaine de plages à écumer, une poignée de volontaires. Avec Paul Dorn, la science, c'est aussi du muscle. Là, on atteint le cap 100 points. C'est un endroit précieux de l'écosystème du Puget Sound qu'on espère préserver pour l'avenir. Un peu comme un héritage, espérons pour toujours. Les Indiens ont une formule pour encore 7 générations. Tout faire pour protéger le littoral, véritable garde-manger naturel du saumon. Au besoin en se portant acquéreur du terrain, car chaque mètre de plage est disputé. Seulement voilà, le saumon du Pacifique n'est plus seul à vouloir habiter au bord de la mer. Depuis 20 ans, par une irrépressible poussée migratoire, les Américains des États du centre du pays se déploient le long de leurs côtes. Et si l'industrie forestière et la pêche du nord-ouest Pacifique offrent moins d'occasions de faire fortune, il reste autour de Seattle de jolies petites PME comme Boeing ou Microsoft pour permettre aux millions de néo-pionniers de tenter l'aventure West Coast. Le Puget Sound devient banlieue résidentielle, mais avec cottage pied dans l'eau et parking pour 4x4 of course. Une crise du logement qui tourne inévitablement au désavantage du saumon. Alors, la communauté Suquamish s'est adjoint un autre biologiste, John Olear. Un équipement à la Indiana Jones, une allure de lutin explorateur, mais attention, probablement le plus infatigable arpenteur de rivière à saumon à l'ouest de Seattle. Après le littoral, c'est l'état des rivières qu'il faut inventorier. Car c'est en rivière et en de bonnes rivières seulement que le saumon se reproduit après 4 à 5 ans de pérégrination océanique. Le saumon, au moins dans cette région du Nord-Ouest, est considéré comme un symbole. Le Nord-Ouest, c'est le saumon. Les gens déménagent vers ces endroits où il y a plus d'arbres, où c'est plus calme, où il y a moins de stress. Et bien sûr, ils veulent voir du saumon. Mais
Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, par exemple, en construisant des routes, des petits barrages, ou leurs maisons en bord de rivière, en captant les sources dont les saumons ont besoin, eh bien, ils ont un impact significatif sur cette espèce. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne font pas vraiment le lien. Les poissons sont un demi-mille plus bas, en amont. Il y a bien encore 1 mille d'habitat potentiel, mais qui leur est complètement inaccessible. Aussi, ce n'est pas tant le nombre de poissons à qui l'on permet de revenir que la place dont ils disposent au retour qui est un problème récurrent. Non. Aussi, avec un peu de chance, on finira par se demander ce dont ils ont besoin plutôt que combien ils sont. La rivière est bien en eau. En apparence, oui. Mais à chaque pluie, les collecteurs, les déversoirs font monter puis descendre son niveau anormalement, piégeant les saumons dans des trous d'eau ou sur les gravières. La rivière est poissonneuse, c'est bon signe. Non, elle est surpeuplée. Ces poissons, lorsqu'ils sont concentrés comme cela, finissent par creuser dans les nids des uns des autres. Ils désenfouissent les œufs et la rivière voit son taux de fécondité globale diminuer. Elle ne peut pas les accueillir. S'il y a suffisamment de poissons qui retournent en rivière, on peut alors envisager l'ouverture d'une pêche commerciale. Ces chalutiers ne captureront pas tout le stock, même en tenant compte de la pêche sportive. Mon boulot, c'est de surveiller les prises des chalutiers, de manière à m'assurer qu'il y aura assez de poissons pour pondre et ainsi garantir l'existence d'une prochaine génération. Tous les saumons meurent après la fraie, c'est prévu. Leurs carcasses se décomposent en favorisant l'apparition de dizaines de petits organismes qui nourriront le moment venu leurs alevins. Une mort, un cimetière nécessaire, sauf qu'ici c'est un charnier encombrant. J'aimerais qu'au moins on préserve ce qui existe déjà, qu'ils puissent revenir. Sinon, ils vont tout simplement disparaître. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas voir. Une côte sous surveillance, mais grignotée jour après jour par l'Homo modernus. Des rivières inventoriées mais trop souvent amputées, détournées, obstruées. Alors pour éviter à tout prix la disparition du saumon de leur territoire, les Indiens Suquamish, comme d'autres communautés, ont imaginé un plan de sauvetage. Et voilà, Mike Huff, biologiste marin, appelé à la rescousse. La Chico River a toujours eu une grande population de ce saumon-là. Et puis elle a commencé à diminuer. Alors il y a 26 ans, on a commencé à prélever des œufs de ceux-là et on les a élevés ici. Juste au cas où s'il arrive quelque chose de grave à la Chico River, on puisse les réintroduire. Pour devenir éleveur de saumon sauvage, c'est facile. Choisissez une petite rivière qui débouche sur le Puget Sound. Laissez venir à vous les petits saumons, les gros aussi, qui, guidés par leur instinct, progressent vers l'amont. Espérez bien 200 pièces par jour. Détournez habilement leur cours d'eau vers un petit bassin accueillant, muni d'un marchepied. Laissez reposer quelques jours, l'escalade est un sport épuisant. Enfin, un beau matin, conviez quelques centaines de mâles et femelles à une intimité provisoire. Garnissez une belle épuisette, égouttez et servez bien frappé. On essaie de s'assurer d'avoir la bonne répartition de saumon remontant. La migration de retour dure environ 6 semaines. Là, on en est à la deuxième, alors on va prélever 250 000 œufs seulement.
Et lundi, on en prendra encore 250 000 et le vendredi d'après. Et c'est comme ça jusqu'à la fin où l'on aura finalement récolté 2 200 000 œufs. Une grande quantité des poissons va à la communauté pour être fumée. Et pas mal d'autres vont dans les fermes pour servir de compost. En quelques semaines passées dans le golfe, le même saumon chum, au museau fin, à la robe argentée, a mué en poisson de rivière. Tenue camouflage, gueule de brochet, nageoire reptatoire et surtout coup de rein ravageur. Take a break. Female. Female. It's old. Corey looks good on board. Corey looks good on board. Mais de prélever des œufs au saumon femelle, on n'obtient jamais que la moitié des ingrédients nécessaires au miracle de la vie. Aussi, après la délicate cueillette des œufs, on procède à la collecte du sperme des mâles, tous volontaires. 3000 œufs pour chaque dame saumon, plusieurs millions de spermatozoïdes par monsieur. Forcément, quand la nature n'offre qu'un seul rendez-vous amoureux dans l'existence, on multiplie le nombre de partants. Quelques individus sacrifiés, certes, mais pour le bien de toute une espèce. Enfin, qui dit écloserie dit fécondation. C'est à l'abri des regards comme il se doit que l'opération a lieu. Au contact de l'eau, l'œuf se dilate, une ouverture s'y fait invitant le plus prompt des mâles à s'y engouffrer. Pendant 1 heure, le mélange est si fragile qu'un seul coup de pied dans un seau et tout est fichu. Puis, les milliers d'œufs fécondés attendent quelques jours dans la pénombre, le retour de Mike. 90% des œufs prélevés ont atteint ce stade de maturité-là. Et probablement 75% d'entre eux vont éclore. Là où ils en sont, on les agite un peu. Et ceux qui doivent mourir meurent, mais on a plein d'œufs. Ces poissons seront capturés par tout le monde, pêchés là-haut en Alaska par les chalutiers, les pêcheurs sportifs tout au long de leur parcours. Et à leur retour ici, ils sont attendus par la communauté. La plupart des Indiens ne vont pas aller les chercher. Ils vivent ici depuis des millénaires, c'est au saumon de venir à eux. Pour dire les choses un peu brutalement, on fait naître des poissons, pour les tuer. Et pour offrir de la nourriture à la communauté et des revenus à ces pêcheurs. La meilleure façon d'élever les poissons, leur ficher la paix. Dans une écloserie, on a des plateaux d'incubation qui imitent les conditions naturelles et toutes les espèces de saumon passent l'hiver dans les gravières jusqu'à ce qu'ils émergent sous la forme d'alevins ou poissons ballons. Ainsi, après qu'ils ont éclos, ils vont se maintenir dans les gravières jusqu'à ce que leur ballon nourricier soit consommé.
Ils deviennent alors de tout petits poissons. Quand les saumons quittent leur cours d'eau dans la nature, ils sont très intelligents. Ils ont appris comment survivre et si vous comparez un petit saumon d'écloserie avec un sauvage, pour ce dernier, la vie est bien plus sélective. En écloserie, les petits saumons sont protégés de leurs prédateurs et profitent d'un bon régime alimentaire, donc leur croissance est optimale. Ainsi, après avoir passé quelques mois à engraisser à l'abri des prédateurs, les petits saumons de l'écloserie de Grover Creek rejoindront la rivière par laquelle ils sont arrivés, puis l'estuaire, puis le Puget Sound, le golfe de Seattle, puis encore l'océan, pour les années qu'ils auront à y vivre avant qu'un signal génétique ne les invite, comme leurs parents, à entreprendre le chemin migratoire de retour. Mais Paul Dorn a imaginé depuis quelques années un plan de sauvetage encore plus retors. Après l'école primaire de Grover Creek, il propose aux saumons du Pacifique un collège d'engraissement supérieur au pied même de la ville de Seattle. Et comme on est en Amérique, on ne lésine pas sur les moyens. Les saumons qui sont destinés au filet immergé transitent de l'écloserie par camion spécial jusqu'à une barge, elle aussi spéciale, qui les transfère vers le Puget Sound, dans notre filet immergé, où l'on va les garder encore 3 à 4 mois avant de les relâcher. Et encore une fois, en doublant ou triplant de taille, leur chance de survie est multipliée d'autant. Au lieu d'augmenter le nombre de poissons d'écloserie, on augmente la durée de vie d'un plus grand nombre de ces poissons, ce qui fera plus d'individus disponibles pour les orques, les aigles, les pêcheurs professionnels et amateurs, et même pour les pêcheries des communautés que nous avons ici dans le Puget Sound. Pendant des semaines, Paul surveillera la croissance de ses protégés. Au programme, natation, diététique et vie sociale, mais pour la première fois en eau de mer. Débarrassant l'enclos des poissons morts ou blessés pour éviter les maladies, ramandant le filet percé par les coups de gueule des phoques, coups de bec des oiseaux plongeurs, et puis, le jour venu où le saumon aura atteint la taille requise, c'est la libération, l'école du large qui commence. La vie sauvage, pour de vrai. Une des choses les plus incroyables avec le saumon du Nord-Ouest Pacifique, c'est sa capacité à retrouver le chemin du retour. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mémorisent l'odeur de leur cours d'eau d'origine. Au retour de leur migration, ils empruntent le chemin inverse. Et on le voit facilement, ils sautent devant l'embouchure des rivières et forcent ainsi l'eau à pénétrer au fond de leurs naseaux. On dit qu'ils décryptent l'infime odeur de leur rivière. C'est incroyable et cela marche depuis très très longtemps. Ils sont étonnants. Ils vont jusqu'au bout de leur force pour aller là où ils doivent aller. J'ai vu des poissons remonter des cours d'eau avec des morsures de phoques, des morsures d'ours, et ils continuaient encore, ne pouvant s'arrêter avant d'avoir accompli ce qu'ils devaient faire. Pour moi, tout cela est admirable, et encore une fois, c'est incroyable, et je pense que les gens devraient accorder plus de respect à ce genre de créatures. Mais il faut être réaliste, ce n'est plus le Puget Sound de papa-maman. Il y a beaucoup de présence humaine. Trouver le véritable poisson sauvage de souche, autant dire que ce n'est plus qu'un poisson de zoo, un poisson d'aquarium. Et pour le retrouver, il faudrait arrêter complètement la pêche. Et sérieusement, cela n'arrivera jamais. Une grande partie des gens qui habitent ici aujourd'hui n'est pas originaire du coin. Ils viennent d'ailleurs, ils savent pas ce qu'ils ont perdu. Voilà ce que je pense. Mais vous savez, je suis un pêcheur. Dans quelques jours, Ray et les autres équipages Suquamish auront atteint leur quota de 25 000 tonnes de saumon sauvage capturés. Puis les équipages armeront pour la crevette ou la coquille.
There you go, you got him. Ah. Une pêche raisonnée, pour de vrai. Rentable, bien que réduite à quelques semaines. Une espèce sauvée. D'autres, moins nobles, mais tout autant nourricières, n'auront pas eu cette chance.